Donc bonsoir messieurs, dames. Ce soir donc nous allons parler d'une marque qui s'appelle Pavillon France, que vous avez sans doute vu dans les spots publicitaires à la télévision il y a quelques mois en arrière, que vous avez peut-être vu aussi sur les étals des poissonniers. Non, apparemment, ça vous dit rien. Bon, bah, c'est intéressant. Comme ça, on va en parler. Et donc, c'est une marque qui a été créée récemment pour valoriser les produits de la mer issus de la pêche française. Donc, c'est une marque nationale. Et pour nous en parler, nous avons invité donc Marion Fischer, qui est donc responsable du marketing et de la communication de l'association France Filière Pêche, qui a été créée il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant aussi, donc pour toujours valoriser les produits de la mer issus de la pêche française. Alors pourquoi avoir créé cette nouvelle marque nationale, donc qui l'a décidé et comment, et surtout quels sont les objectifs de cette nouvelle marque nationale par rapport aux marques locales et régionales qui existent déjà, comme Bretagne Qualité Mer, par exemple. Voilà. Donc, 3 quarts d'heure de présentation et 3 quarts d'heure pour échanger, poser vos questions. Merci. Bonsoir à tous. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Marion Fischer, je travaille à l'association qui s'appelle France Filière Pêche. Je vais vous faire une petite présentation de l'association et de ce qu'on fait au sein de France Filière Pêche, et puis après on va discuter vraiment consommation des produits de la pêche et du coup en arriver à la création de cette marque qui a eu lieu il y a 6 mois. Vous travaillez où? À Paris. En fait, France Filière Pêche est basée à Paris. Vous avez testé? Ouais, c'est bon. C'est down. Hein. Ouais, c'est bon, merci. Voilà. Alors. Donc l'association France Filière Pêche a été effectivement créée en 2010 et on a pris vraiment ses fonctions il y a pile un an, début 2012. En fait, l'objectif à l'origine de cette association était de créer une marque collective pour pouvoir valoriser les produits de la pêche française. Et puis son champ d'action s'est un petit peu élargi, enfin même de façon assez importante, pour travailler également sur l'amont de la filière, c'est-à-dire sur les engins de pêche, et sur des thématiques d'amélioration de la durabilité de la filière pêche. Donc aujourd'hui, on est une association privée. On est à caractère interprofessionnel, c'est-à-dire que tous les maillons de la filière, du producteur jusqu'au distributeur, en passant par les marailleurs, les grossistes, sont adhérents à l'association, enfin, font partie du conseil d'administration de l'association, et toutes les décisions qui sont prises, aussi bien pour l'amont de la filière, c'est-à-dire pour la pêche, que pour l'aval de la filière, c'est-à-dire la marque et la commercialisation des produits, est prise à l'unanimité de toute la filière. Donc c'est vraiment une première au niveau national que vraiment toute la filière du pêcheur jusqu'aux poissonniers et aux rayons de grande distribution se mettent autour d'une table et prennent des décisions ensemble sur tous les points qui concernent la filière. Donc on a 3 collèges, on a vraiment la production, on a tout ce qui est commerce et transformation, donc les marailleurs, les grossistes, les industries de transformation du poisson, et puis la distribution, c'est-à-dire les poissonniers, détaillants, mais également toute la grande distribution qui fait partie de notre association. On a donc, comme je vous disais, 2 grands axes de travail. Le premier qui concerne l'amont de la filière. Donc on est orienté sur vraiment essayer de pérenniser la pêche en travaillant sur des thématiques d'économie d'énergie, de sélectivité des engins. Donc à travers, par exemple, des appels à projets collectifs, on demande aux acteurs de la filière de nous proposer des projets qui sont sur ces thématiques-là et on les aide financièrement à pouvoir mener à bien ces projets. On aide également les investissements à bord qui seraient en faveur d'une meilleure économie d'énergie ou d'une meilleure sélectivité des engins de pêche. Et puis on travaille également via le soutien à des thèses, par exemple, sur la connaissance de la ressource. Donc travailler sur des études de stock, par exemple, sur lesquelles les données manquent, par exemple. On va venir en soutien avec des organismes de recherche sur la connaissance de la ressource. Donc ça, c'est vraiment le versant amont de la filière. On travaille avec les entreprises de pêche. Et puis, une fois qu'on travaille avec ces entreprises, l'objectif est aussi de travailler sur le côté économique et social de la durabilité, c'est-à-dire il va falloir quand même mieux vendre les produits de la pêche française.
Donc on a créé en septembre 2012 une marque qui s'appelle Pavillon France. Je vais vous expliquer un peu comment on est venu à créer cette marque. Hop. Alors, je vous ai mis quelques graphiques pour essayer de vous faire un petit contexte de la consommation des produits aquatiques. Aujourd'hui, en France, on consomme de plus en plus de produits aquatiques. Donc là, vous avez les barres, ça vous montre l'augmentation des volumes qui sont consommés par les ménages français. Donc on a, au global, si on considère tous les produits aquatiques, on a une augmentation de la consommation. Mais cette augmentation de la consommation, elle ne concerne pas forcément les produits frais de la mer. On voit en dessous, là, je vous ai mis les quatre types de gros marchés. On a les produits frais, donc ce que vous trouvez chez le poissonnier ou sur l'étal, les grandes distributions en bleu. Vous avez tout ce qui est produits traiteurs réfrigérés, c'est-à-dire tout ce qui est saumon fumé, ce qui est crevettes cuites, du surimi. Ça, c'est des produits qui sont frais, qui sont réfrigérés, mais qui sont déjà relativement travaillés. Les produits surgelés en bas à gauche et les conserves de poissons en vert en bas à droite. Alors, ce qu'on marque, c'est que en fait, la croissance de la consommation des produits aquatiques qu'on voit au niveau national, elle se fait principalement par la croissance des produits traiteurs réfrigérés ou des produits surgelés. C'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus de produits aquatiques, mais on consomme principalement beaucoup plus de poissons fumés, beaucoup plus de surimi, beaucoup plus de crevettes cuites. Les produits frais, comme vous voyez en haut à gauche, c'est quelque chose qui a eu tendance à régresser beaucoup dans les 10 dernières années, là qui a tendance à se stabiliser un peu, mais en tout cas, c'est vraiment pas le marché le plus porteur dans la consommation des produits aquatiques. Donc voilà, première constatation, on consomme, oui, certes, beaucoup plus de produits aquatiques en France, mais par contre, au détriment des produits frais. Deuxième constatation. Voilà. Là, je vous ai mis un petit peu les différentes espèces que l'on consomme, au rayon frais. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux principales espèces qui sont consommées par les Français, c'est du saumon et du cabillaud. C'est-à-dire que le saumon et le cabillaud, en volume, représentent un tiers de la consommation des poissons frais. Donc on a une grosse majorité qui est représentée par ça, et puis ça a tendance de plus en plus à se concentrer, c'est-à-dire que les consommateurs mangent de plus en plus de saumon et de cabillaud au détriment des autres espèces. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le saumon et le cabillaud, la production française est nulle pour le cabillaud et assez faible pour le saumon, pardon, et assez faible pour le cabillaud. Donc en gros, ce qu'on consomme de plus en plus, c'est pas des produits français. Et puis là, je vous ai entouré en rouge les espèces sur lesquelles on a des produits français qui viennent approvisionner ce marché. Donc il y a du lieu noir, du merlu, du merlan, de la baudroie, mais sur ces espèces, il y a également de l'importation. Donc au final, les produits français présents sur les étals sont quand même relativement faibles. Quand on regarde tous les produits aquatiques dans leur ensemble, on a à peu près 80% des produits qui proviennent de l'importation. Alors tout ce qui est surgelé, c'est en grande majorité de l'importation. On a également tous les produits type les crevettes cuites, etc. C'est 100% de l'importation. Des produits fumés, notamment le saumon qui se vend en majorité, c'est principalement du produit d'importation. Donc voilà, on consomme vraiment de plus en plus de produits d'importation et on se concentre sur certaines espèces que sont le saumon et le cabillaud. Donc aujourd'hui, les espèces de la pêche française qui se commercialisent principalement au frais, d'une part sont sur un marché du frais qui n'est quand même pas extrêmement dynamique. Et puis en plus, ce ne sont pas les espèces qu'on consomme à majorité parce que les consommateurs achètent principalement du saumon et du cabillaud. Voilà. Alors après, il y a évidemment des disparités régionales, c'est-à-dire que le poisson frais, on en consomme beaucoup plus dans l'ouest de la France ou en Méditerranée qu'à Strasbourg ou qu'à Lyon. C'est sûr, on a vraiment une hétérogénéité. Et puis mais l'objectif, c'est de réussir à faire consommer un peu plus de poissons frais au niveau national. Donc on a fait un peu des études pour essayer de voir quels étaient les critères d'achat des produits aquatiques frais, pour essayer de voir sur quel levier on pourrait travailler avec les consommateurs pour essayer de leur faire consommer un peu plus de produits frais. Donc là, je vous ai mis en vrac toutes les critères d'achat. Donc on voit que principalement ce qui intéresse les consommateurs, c'est
premier critère d'achat, c'est l'aspect, la fraîcheur du produit. Après, il y a un critère d'espèce, évidemment. Souvent, il arrive en ayant une petite idée en tête de ce qu'il veut comme espèce, même s'il est capable de changer d'idée devant l'étal de poisson. Le prix également est un élément extrêmement important, on y reviendra. Et puis après, d'autres qui viennent un peu plus en second plan, type l'origine, la production, la facilité de préparation. Alors on voit qu'on consomme évidemment de plus en plus de filets et beaucoup moins et de moins en moins de poissons entiers. Les consommateurs sont à la recherche de praticité. Et également une absence d'arête qui est notée comme un frein à la consommation relativement important, notamment chez les jeunes consommateurs. Et puis après, des choses sur la nutrition, etc. et sur les différents labels qu'on peut trouver sur les produits. Donc on a regardé un peu aussi ce qui posait comme question aux consommateurs. Aux poissonniers, pardon. Quelles sont les questions qu'un consommateur pose quand il arrive devant un étal. Donc on retrouve un petit peu les mêmes critères, évidemment. Donc est-ce que ce poisson a des arêtes? D'où il vient? Comment je peux le préparer? Quel est son prix, évidemment? Est-ce que vous pouvez me conseiller quelques recettes sur ce produit? Comment il se conserve, etc. Enfin, en fait, il y a énormément de questions autour du produit lui-même que le consommateur, au final, connaît assez mal. Deuxième chose qui est assez intéressante et qui soulève ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que le consommateur connaît assez mal le produit. C'est-à-dire que quand on demande au consommateur quel est son poisson idéal, il va nous dire qu'il voudrait un poisson maigre, qu'il voudrait un poisson blanc, qu'il voudrait un poisson sauvage. Et puis, au final, ce qu'il achète, c'est un pavé de saumon. Donc, c'est-à-dire que ça répond relativement peu aux critères d'achat qu'il a et au désir qu'il a dans son achat de poisson. En fait, on se rend compte vraiment, quand on va voir le comportement des consommateurs sur le lieu d'achat, que le consommateur arrive au rayon poisson, pour celui qui y va, parce qu'il y a une partie qui refuse de s'en approcher, mais arrive au rayon poisson avec pas forcément d'idée sur ce qu'il va vouloir acheter. Et puis, il est très content de voir une diversité importante de produits. Il aime bien aller regarder toutes les différentes espèces, mais au moment où le vendeur lui demande ce qu'on lui sert, il se rabat directement vers un pavé de saumon ou un dos de cabillaud. Un peu par facilité, un peu par peur d'essayer autre chose. Mais à l'avance, il est plutôt ouvert et il est plutôt content d'avoir beaucoup de diversité. Il aurait plutôt envie d'essayer, mais c'est un petit peu la panique au moment de son achat. Et du coup, il se reporte sur quelque chose qu'il connaît et quelque chose d'assez standardisé comme un pavé de saumon. Hop là. On leur a demandé également, alors là il y a beaucoup de chiffres, mais en tout cas, on leur a demandé déjà s'ils apportaient une attention particulière à la provenance. Donc on voit quand même que pour plus de 70% des consommateurs, la provenance est quelque chose d'important. En réalité, sur du poisson de pêche qu'on trouve sur l'étal, la provenance qui est indiquée, c'est Atlantique Nord-Est, donc c'est ce qui est réglementairement indiqué sur l'étiquette, et c'est une zone qui est extrêmement vaste, qui ne parle pas forcément aux consommateurs, et qui ne veut pas dire grand-chose en termes de quelle flotte l'a pêché, d'où vient ce produit. Donc voilà, donc il est relativement peu renseigné, en tout cas pour les produits de pêche, sur la provenance de son produit. Et on a globalement pas mal de consommateurs qui trouvent que c'est moyennement visible et qui attendent un peu plus de visibilité quant à la provenance des produits. Qu'on a, pour le coup, en élevage. En élevage, on a une obligation d'écrire sur l'étiquette le pays dans lequel le produit a été élevé. En pêche aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hop là. Deuxième question, on leur a demandé aussi est-ce que si vous pouviez avoir l'information, quelle provenance vous privilégieriez? Alors évidemment, une majorité déclare préférer du poisson qui viendrait de France. Évidemment, il y a une grosse différence entre les intentions d'achat qui sont déclarées et ce qui est réalisé. En tout cas, en intention d'achat, c'est vrai qu'il y a une volonté qu'on a sur le poisson, mais qu'on a également sur énormément d'autres produits, alimentaires ou non, de vouloir acheter du produit français. Également, à droite, vous avez en vert
On leur a demandé s'ils préféraient du produit d'élevage ou du produit sauvage. Donc pour les poissons qui sont les plus concernés, on a 60% qui portent leur préférence sur du produit sauvage. Donc on a pris un peu, on a pris un peu toutes ces informations sur la consommation. Hop là, voilà. Sur les consommateurs et sur les attentes qu'ils ont et les freins qu'ils ont. Et bon, donc ce qu'on a conclu, c'est qu'effectivement, dans l'état actuel des choses, des évolutions de la consommation et du comportement des consommateurs, globalement, les produits de la pêche française étaient pas forcément très bien placés dans une dynamique de marché où on consomme de plus en plus de produits transformés, de moins en moins de frais et de plus en plus de saumon et de cabillaud. Alors que globalement, en fait, on a une image du monde de la mer, une image des produits de la pêche qui est extrêmement positive auprès des consommateurs. C'est-à-dire que quand on leur demande ce qu'ils pensent des produits de la pêche, ce qu'ils pensent du métier de marin-pêcheur, ce qu'ils pensent de la filière, ils ont une image très positive. Mais l'acte d'achat derrière ne vient pas forcément. Après, ce qu'on constate également, c'est qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis de l'achat du poisson, de la conservation du poisson, des recettes, du mode de préparation des poissons, qui fait que il est plus facile de cuisiner un pavé de saumon que d'acheter un carrelet entier. Et donc il y a une certaine appréhension à acheter des produits de la pêche française qui sont souvent présents sur les étals en entier, qui sont des espèces que les gens ne connaissent pas forcément. Donc aujourd'hui, ils sont beaucoup plus à la recherche d'une praticité et puis évidemment d'un prix intéressant. Donc on a vraiment une méconnaissance du produit qui est forcément défavorable à la consommation parce que quand le consommateur ne connaît pas ou ne comprend pas le produit, il a tendance à ne pas en acheter. Donc voilà, deux axes de travail pour nous qui ont été déjà, il y a une demande du consommateur d'identifier les produits de la pêche française parce qu'aujourd'hui il n'est pas capable sur l'étal de les identifier par rapport à des produits importés chez son poissonnier. Et puis après, il a aussi également besoin d'être guidé dans sa consommation de poisson, c'est-à-dire lui expliquer qu'il n'y a pas que du saumon et du cabillaud et des crevettes cuites sur cet étal, et qu'il peut acheter autre chose, et qu'en fonction, grâce à la diversité de la pêche française et également de la saisonnalité, il pourra trouver des poissons à peu près pour toutes les bourses et qui répondront totalement à des qualités gustatives très intéressantes. Donc voilà, on est parti de ces constats-là. Ouais, CSP, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, c'est classe socio-professionnelle, c'est-à-dire que en fait, on se rend compte que les produits frais sont principalement achetés par des classes socio-professionnelles, des gens plus aisés et plus âgés. Donc aujourd'hui, les jeunes, globalement, consomment de moins en moins de poissons frais, par méconnaissance du produit, par méconnaissance des modes de préparation. Donc aujourd'hui, voilà, les gens qui en achètent encore, ce sont des gens qui ont de l'argent et les gens plus âgés. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de reconquérir les plus jeunes en leur faisant connaître les diversités. Hop là. Voilà, donc attends, on va peut-être passer par ici, ce sera plus simple. Voilà, donc on a créé au mois de septembre cette marque qui s'appelle Pavillon France, avec un slogan qui dit « Vous allez vous étonner », parce que l'objectif c'était vraiment de montrer aux consommateurs que les idées qu'il avait sur le poisson frais n'étaient pas forcément les bonnes et qu'on allait réussir via de la communication, via de la pédagogie, à le sensibiliser, à lui faire connaître plein de nouvelles choses et finalement le faire cuisiner du poisson qu'il n'aurait pas imaginé. On a choisi un logo avec des marins pêcheurs, parce que l'objectif était aussi de rapprocher un peu le consommateur du pêcheur et du pêcheur qui a une extrêmement bonne image auprès du consommateur. Donc ça a donné Pavillon France et puis ça permet aussi d'avoir un peu la description du produit dans le titre. Alors aujourd'hui, du coup, Pavillon France, c'est quoi? C'est un cahier des charges. C'est une origine garantie, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont pêchés par des navires battant pavillon français, uniquement, sur lesquels on a également des critères de fraîcheur. Et du coup, grâce à une traçabilité, on peut offrir au consommateur final une information supplémentaire sur son produit, c'est-à-dire lui dire, voilà, via une traçabilité, on est capable de vous garantir que ce produit a bien été pêché par un navire français.
avec également des qualités des garanties de fraîcheur à côté. Et puis l'objectif, c'est d'être présent, d'être présent sur les étals, d'identifier bien les produits, et puis d'arriver à côté en pédagogie auprès du consommateur sur les produits, mais également sur la filière, parce que un consommateur qui connaît bien comment fonctionne une filière et quels sont les différents acteurs est plus enclin à s'intéresser à ça. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à mettre toute la filière autour de la table. Donc comme je vous disais, on a du producteur jusqu'au distributeur. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on prend une décision sur cette marque, on a aussi bien les marailleurs que la grande distribution qui nous donne, qui participent à toutes les actions. En termes de fonctionnement, comment ça se passe? En fait, c'est le marailleur qui achète son produit à la criée ou en direct, qui qualifie le produit, c'est-à-dire qui dit moi je certifie que ce produit, je l'ai bien acheté à un navire battant en pavillon français, et puis qui correspond au cahier des charges en termes de qualité. Il a adhéré chez nous, donc ce qui lui permet de mettre la marque sur ses produits. Et puis ça se passe comme ça tout au long de la filière, c'est-à-dire que tout au long de la filière, les acteurs adhèrent à Pavillon France, le grossiste, le poissonnier détaillant, l'enseigne de la grande distribution, et ils garantissent du coup une traçabilité du produit, du marailleur jusqu'à l'étal. Chacun étant garant évidemment que la qualité soit toujours au rendez-vous à chaque maillon de la filière. Donc l'objectif c'est d'avoir vraiment tout le monde qui est rassemblé autour de cette marque, du premier au dernier échelon, et que tous les opérateurs puissent mettre en avant leurs bonnes pratiques de chaque échelon de la filière. Et réussir à mobiliser un peu toute la filière pour que le produit soit le plus valorisé possible. Donc voilà, en gros, en quelques mots, du coup, les missions de la marque, pour toute la filière, c'est mettre en valeur la production. C'est-à-dire, dire, nous, on est fiers de notre produit, on veut pouvoir l'identifier sur l'étal et l'identifier et le valoriser par rapport aux produits d'importation. Et puis, du coup, permettre au consommateur, avec un repère très simple, il voit le logo, il le voit sur le poisson, il sait que ça, il peut l'acheter, il sait que c'est du produit français, c'est un acte social, très social, entre guillemets, qui soutient la filière française. On travaille aussi du coup en parallèle pour essayer à lui faire connaître des nouvelles espèces, c'est-à-dire qu'il y a énormément de consommateurs qui n'ont aucune idée qu'il existe plus de 200 espèces qui sont pêchées par les navires français. Donc voilà, essayer de leur expliquer qu'il existe des espèces qu'ils n'ont peut-être jamais entendu parler, que sont le taco, le rouget gondin, la plie. C'est des espèces qui sont très peu consommées et pourtant qui sont fournies par la pêche française et qu'il peut les essayer et que ce n'est pas forcément des poissons qui sont très onéreux et qui pourra essayer via des recettes assez simples de connaître ces nouvelles espèces et de réorienter sa consommation de poissons. On travaille donc beaucoup sur ces aspects de diversité, de saisonnalité, parce qu'effectivement, très peu de gens savent qu'il y a une saisonnalité des poissons. Comme il y a dans les fruits et légumes, ça commence à être connu du grand public, mais pour les poissons, les gens le savent très peu. Et donc leur expliquer que consommer des poissons de saison en saison, ça leur permet déjà d'avoir des prix plus intéressants que hors saison. Et puis en termes de diversité et en termes de biodiversité, c'est quand même plus intéressant de manger du bar quand c'est la saison du bar. Et puis voilà, via plein de mécanismes, on travaille vraiment sur cette désacralisation de la consommation de poissons et sur cette notion de facilité et aussi gourmande pour que les consommateurs aient très envie de s'y mettre. Donc en termes de communication, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé la marque au mois de septembre. On a commencé par une campagne de publicité à la télé. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'implanter une marque de manière assez importante et assez forte dès le départ. Donc on est passé par un média qui est la télé, qui marche très bien pour faire connaître une marque et pour associer le fait que Pavillon France, ça se rapporte au monde des produits de la mer, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Il y a des gens qui nous ont dit au début que c'était de l'immobilier. Donc dire Pavillon France, c'est un produit de la mer. Et puis pour essayer de faire connaître et que le consommateur le recherche après sur ses étals. Donc je ne sais pas si vous avez vu
la pub à la télé? Non. Bon, alors je vais vous la mettre, mais je pense qu'il y a, j'ai l'impression que le son ne fonctionne pas. Il n'y a pas de son, oui, malheureusement. Bon, en gros, c'est une dame qui appelle le pêcheur en disant qu'elle a besoin de quelques espèces pour le soir, donc de maquereaux, de lieux, et voilà. Et donc ça arrive directement dans l'assiette de la consommatrice. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour relier le produit à l'univers, et puis pour voir cette proximité qu'il peut y avoir entre cette proximité, en tout cas, ce lien qu'il peut y avoir entre le pêcheur et la consommatrice, et voilà, relié à l'univers de la mer, de l'origine France. Voilà. On est également présent via de la presse, donc en presse quotidienne régionale, également en presse professionnelle. Donc là, l'objectif, c'est aussi d'être présent auprès des consommateurs, mais également de toucher nos opérateurs, qui sont les poissonniers, qui sont les chefs de rayon de la grande distribution, pour essayer de rassembler les gens autour de ce projet. On a également, je vais essayer ça. Voilà. On a également un site internet, donc ça c'est vraiment en termes de pédagogie, pour nous c'est l'outil le plus intéressant. C'est-à-dire qu'on a mis en place un site internet avec énormément de conseils, énormément d'astuces, énormément de descriptions de toutes les espèces qui sont présentes. Je vais vous en montrer une page, voilà, où on a essayé de mettre de quoi faciliter l'achat et la consommation de produits de la pêche par les consommateurs. Donc on leur décrit les espèces, on leur décrit pour chaque espèce des conseils, des astuces pour les acheter, on leur donne la saison pour savoir à quel moment il vaut mieux aller les acheter, on leur donne plein de petites astuces, et on leur donne évidemment énormément de recettes qui sont des recettes toutes simples pour cuisiner du poisson, avec des possibilités même de remplacer un poisson par un autre selon la saison, si jamais ils ne le trouvent pas, qu'il ne se rabatte pas sur un pavé de saumon, mais qu'il essaye un autre poisson à la place. Enfin, voilà, vraiment essayer de lui donner plein de clés pour qu'il ose aller acheter du poisson. Donc on a fait extrêmement minutieusement des recettes très simples, avec des ingrédients faciles vraiment pour que la consommation de poisson ne soit pas compliquée et dramatique, mais au contraire quelque chose de simple qui s'inscrit dans la consommation de tous les jours. On a également beaucoup travaillé sur la filière, donc en expliquant tous les métiers, du pêcheur jusqu'au distributeur, avec des vidéos où les professionnels racontent leur journée, où ils racontent comment fonctionne leur métier, voilà, pour qu'il y ait une proximité qui se crée entre cette filière et le consommateur. On a également beaucoup travaillé avec un espace enfant, parce que mine de rien, les enfants sont quand même les consommateurs de demain, et qu'aujourd'hui on veut vraiment pouvoir travailler avec les enfants qui puissent avoir envie de poisson et demander à leurs parents d'aller acheter et cuisiner du poisson. Donc c'est une cible pour nous qui est extrêmement importante. On travaille beaucoup aussi avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est présent sur Facebook par exemple, parce que c'est une plateforme d'échange et d'interactivité qui est extrêmement intéressante pour nous. Donc on crée vraiment une communauté de gens que le sujet intéresse. Et puis on alimente tous les jours, tous les 2 jours, avec des recettes, avec des astuces, avec des petits jeux pour que les gens s'impliquent vraiment dans cette marque, dans les espèces. Et puis comme c'est nous qui leur apportons l'information, on leur dit par exemple un lundi, est-ce que vous avez déjà essayé du taco grillé? Et puis voilà, on vient vraiment en apportant l'information directement auprès du consommateur sur des espèces, sur des recettes, sur des ports, sur vraiment plein d'idées. Et pour nous, c'est extrêmement riche parce qu'on a des consommateurs qui réagissent en direct sur ce qu'on publie sur ces pages. Et avoir la réaction en direct de consommateurs sur ce qu'on met, c'est extrêmement enrichissant. Et on voit que les gens sont extrêmement avides de recettes, de conseils et d'astuces sur ces produits, et qu'ils ont l'air de trouver une réponse, en tout cas, aux questions qui se posaient sur leur consommation de poisson via cette démarche. Donc ça, c'est un autre biais important pour nous en termes de communication. Et puis le troisième point qui est important, c'est une fois que cette communication est bien passée, c'est que le jour où le consommateur va sur son étal, il voit des produits pavillon France.
Alors, effectivement, aujourd'hui, vous disiez que vous n'en avez pas forcément beaucoup vu sur les étals. Donc, on a mis en place auprès des consommateurs des kits de balisage, c'est-à-dire qu'on a des petits pics qui se mettent sur le poisson pour les produits qui sont tracés Pavillon France. Et puis, on a des ardoises avec la possibilité d'écrire le poisson du jour, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pour nous, c'est de pouvoir communiquer sur, bah voilà, aujourd'hui, il y a tel poisson, par contre, telle espèce, la pêche n'était pas bonne, donc il n'y en avait pas, mais c'est pas grave, vous pouvez remplacer par telle espèce. Enfin voilà, vraiment communiquer sur la diversité des produits. On donne également des petites fiches recettes aux consommateurs. Je vous en ai apporté quelques-unes si ça vous intéresse, pour que le consommateur bah voilà, prenne une fiche recette, regarde et se dise bah, ça n'a pas l'air si compliqué, je vais finalement acheter des bulots. Et voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément une très grande visibilité, mais c'est en cours, ça fait 6 mois donc on est lancé. Et puis l'objectif de 2013 est vraiment d'augmenter cette présence sur le rayon. Donc aujourd'hui, après 6 mois de lancement, on en est où ? On en est à 150 marailleurs qui ont adhéré avec nous, c'est-à-dire à peu près la moitié en nombre de marailleurs, mais en termes de volume, ça représente quasiment 80% du mariage qui adhère chez nous, donc potentiellement 80% des volumes de poissons français qui pourraient être sous marque Pavillon France. On a également beaucoup de grossistes qui sont adhérents chez nous. Toute la grande distribution, enfin toutes les enseignes de la grande distribution sont adhérentes, donc potentiellement tous les chefs de rayon sont munis des petites étiquettes à mettre sur les prix et pourraient mettre en place du poisson Pavillon France. Et puis on a le dernier segment que sont les poissonniers détaillants, avec qui évidemment c'est beaucoup plus dispersé dans le territoire et beaucoup plus difficile de les atteindre, donc ça va mettre un peu plus de temps avant d'avoir les poissonniers détaillants qui sont adhérents avec nous, mais en tout cas c'est une démarche qui concerne aussi bien la grande distribution que les poissonniers détaillants et on attend qu'ils nous rejoignent dans l'année 2013. Voilà, on a une campagne de communication, là, c'est quelques chiffres qui ont été assez importantes. On a frappé assez fortement au mois de septembre et au mois de novembre en touchant à peu près 80% des gens qu'on voulait toucher avec notre campagne. Et puis on a pas mal de visiteurs également sur notre site. On a plus de 350 000 aujourd'hui visiteurs qui sont venus sur notre site, donc on est plutôt content. Pour rebondir sur ce que vous nous disiez tout à l'heure sur les démarches locales et régionales, la marque Pavillon France a vraiment tendance à être, vocation à être une marque ombrelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout vocation à enlever à écraser les marques régionales. Au contraire, le but est qu'elles viennent s'adosser à cette marque, qui devienne vraiment une référence dans le paysage des produits de la mer et qu'ils profitent de cette campagne de communication qui est quand même somme toute assez importante pour pouvoir mettre en avant aussi leur marque sur leurs étals. Donc c'est pas du tout pour écraser les disparités régionales, au contraire, l'objectif après serait vraiment que les marques régionales puissent venir s'adosser à notre marque de façon régionale sans aucun souci. Donc c'est vraiment l'objectif. Oui. Oui. Quelles sont les conditions d'adhésion quand un marieur veut adhérer, ou un grossiste, ou n'importe qui? C'est une association loi 1901, je suppose. Oui, tout à fait. Il paye une cotisation. Quels sont les échanges en matière d'adhésion? Donc il a un outil à sa disposition. Et en échange, vous avez des cotisations qui vous permettent votre salaire, j'imagine, et puis la mise en place d'infrastructures. Vous allez le détailler, ça, ou bien non? Non, je vais vous en parler maintenant, oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est une adhésion volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères sur les entreprises pour qu'elles adhèrent. C'est une adhésion volontaire à partir du moment où ils commercialisent du poisson français, ils peuvent être susceptibles d'être adhérents chez nous. En termes de cotisation, on a une cotisation globale de la grande distribution qui est faite par les enseignes. Et pour les distributeurs, poissonniers détaillants, là c'est une cotisation à la poissonnerie. Donc les poissonneries adhérentes doivent payer une cotisation qui correspond. C'est un forfait par distributeur ou bien c'est proportionnel aux poissons vendus sous le label? Non, c'est une cotisation qui est fixée. Non, qui est fixée pour les enseignes de la grande distribution, tout à fait. Mais donc au niveau de l'enseigne, tout à fait, peu importe à la limite ce qu'elle commercialise après, c'est au niveau de l'enseigne. En revanche, pour les poissonniers détaillants, donc là c'est une démarche volontaire individuelle d'entreprise qui viennent adhérer à la marche, qui payent une cotisation et qui en échange reçoivent
l'équipe de PLV, etc. Et puis qui bénéficie aussi de la communication qu'on fait, qui est extrêmement importante. Pour les marailleurs et les grossistes, l'adhésion est gratuite. Donc on a une adhésion volontaire. En revanche, marailleurs et grossistes sont les personnes qui sont les plus contrôlées, parce que c'est eux qui sont vraiment responsables de la qualification du produit et de la traçabilité au début. Donc on a un plan de contrôle qui est réalisé par un organisme tiers qui va aller contrôler au niveau du mariage et des grossesses. Quand vous avez présenté sur une autre diapo la composition un petit peu de l'organisation, il me semblait qu'il manquait quelqu'un, c'est les associations de consommateurs. Oui, alors, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment, on n'est pas une interprofession. Non, mais indépendamment de ça, si vous n'avez pas avec vous des associations de consommateurs, peu importe, oui, type 50 millions de 60 millions de consommateurs, que choisir, je fais n'importe quoi. Enfin, bon, si vous n'avez pas le support de consommateurs éclairés, disons, et en tout cas engagés dans une démarche de consommateurs, vous risquez de passer à côté de tout un secteur que vous visez malgré tout dans vos objectifs, mais que vous n'allez pas atteindre. Oui, après on travaille beaucoup, effectivement, dans le cadre de France Filière Pêche et de l'association, ils ne sont pas dedans, pour des raisons historiques, mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille quand même beaucoup avec les consommateurs, alors via d'autres biais, pas forcément via des associations de consommateurs, mais on fait énormément on travaille beaucoup avec les panélistes, avec des baromètres d'images, etc. pour se baser vraiment sur le... Oui, mais non, c'est vrai, aujourd'hui dans l'association, il n'y a pas de représentants des associations de consommateurs. Après, si on devient... si la structure est amenée à évoluer, peut-être qu'elles pourront intégrer, mais c'est vrai, aujourd'hui elles ne sont pas présentes. C'est vraiment une gouvernance de filière. Vous êtes soutenu par l'État ou par l'Europe? Non, aucun des deux. C'est une association privée. C'est une association totalement privée. Complètement indépendant? Complètement, oui, tout à fait. Uniquement basée sur les cotisations. J'avais encore une question, mais je suis... Allez-y. Non, mais c'est bien de pouvoir échanger au milieu. Quand on voit le choix spontané des consommateurs, c'est la facilité. Si on habite à Lorient ou en bord de mer avec des marchands de poissons comme il y a ici, ça ne pose pas beaucoup de problèmes parce que spontanément, on va vous écailler le poisson et on va vous le fileter et vous rentrez chez vous, non pas avec le poisson entier, enfin, vous pouvez avoir le poisson entier, mais vous pouvez aussi avoir le poisson préparé et c'est fait spontanément. Si vous allez un peu plus à l'intérieur de la France profonde, les poissonniers ne le font pas. C'est-à-dire qu'il y a une manière de présenter le poisson qui est plus ou moins facile pour quelqu'un qui est pressé, qui ne sait pas trop bien faire, qui a peur que les arêtes étranglent leurs enfants, qui, je ne sais pas pourquoi, enfin, on peut inventer. Bon. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question d'un cahier des charges dans l'adhésion qu'il y a au niveau de votre organisation, d'un cahier des charges qui implique également des mesures de facilitation de l'abord du poisson, parce que c'est vrai que c'est un peu comme pour la viande, si vous avez du beefsteak haché, vous ne posez aucun problème. N'importe quel gamin va manger son beefsteak haché et puis vous ne regardez pas trop. Si vous avez des morceaux de viande plus sophistiqués, ça pose plus de problèmes parce qu'il faut le cuisiner, il faut le préparer, etc. Donc, c'est le même ordre d'idée et peut-être que vous avez à élaborer votre cahier des charges de façon un peu plus sophistiquée, enfin un peu plus complet, pour favoriser justement l'abord de poissons qui sont des poissons français, mais qui ne sont pas très visités, sauf dans des régions très consommatrices comme ici. C'est vrai que là, on touche beaucoup plus du coup au métier qu'au produit, quoi. Et c'est important. Non, mais c'est tout à fait important. Mais on peut travailler avec les professionnels de la distribution à ça sans aucun souci. C'est vrai que là, la marque, c'est vraiment une marque produit qui est difficile de mettre en place des cahiers des charges sur les pratiques. C'est autre chose. C'est plutôt un guide de bonne pratique, on va dire, sur les métiers. Pas forcément une marque produit. Après, c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui est, comme vous dites, extrêmement variable selon... Alors, si on parle de la grande distribution, c'est extrêmement valable d'un chef de rayon à un autre. S'il va être pressé, s'il ne va pas être pressé, s'il a le temps et la connaissance pour le préparer suffisamment bien le poisson.
Il y a une énorme variabilité. Et puis si vous allez à Strasbourg, c'est pas du tout la même chose que si vous êtes à Non, Lorient. mais ceci dit, à Strasbourg, il y a des gens qui travaillent extrêmement bien Oui, le poisson je suis d'accord. et qui ont justement besoin d'aide pour le coup, parce que les habitudes de consommation de poisson sont sans commune mesure avec ce qu'il peut y avoir à Lorient. Donc, et c'est vraiment avec ces gens-là qu'on essaie de travailler aussi vachement, parce que c'est eux qui pourront faire la promotion du poisson dans des régions dans lesquelles on n'a pas l'habitude de consommer du poisson. Tout à fait. Non, mais la place du professionnel est extrêmement importante sur ce type de produit où le consommateur ne connaît pas grand-chose, donc son expertise est extrêmement intéressante. Il y a un point que je ne comprends pas. Vous faites l'éloge du poisson pour qu'on en consomme plus. Or, on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a plus de poisson à la pêche. Alors, à quoi vous servez? De toute façon, La pêche se raréfiant. Oui, non, mais de toute façon, ça, c'est des mesures qui sont des mesures de politique publique, on va dire, sur la gestion des quotas, sur la gestion des stocks. À partir du moment où les produits qui sont pêchés par l'université française sont pêchés en respect des quotas, ce sont des espèces sur lesquelles on considère qu'il n'y a pas de souci, en amont, les politiques publiques ont fait leur travail pour que les produits soient suffisamment, soit des produits qui soient issus d'une pêche qui ne posent pas de souci. Donc, évidemment, sur c'est pour ça aussi qu'on valorise les produits de la pêche française, parce que la pêche française est encadrée. Et donc, on estime qu'à partir du moment où elle est encadrée, on a une légitimité à pouvoir les commercialiser. On sait ce qui se passe sur les navires de pêche, on sait que les navires pêchent sous quota et respectent leurs quotas. Donc, on va pas arrêter de consommer du poisson. Il y a plein de stocks qui se portent extrêmement bien. Et donc, voilà, on met en avant ces espèces sur lesquelles les stocks se portent très bien. D'autres... monsieur, pardon. Pour poursuivre un peu la réflexion de monsieur là-bas, est-ce que vous avez un volet formation professionnelle? Parce que je vois que dans vos critères, il n'y a pas de critère d'adhésion pour le professionnel, le poissonnier. Donc vous prenez tout le monde. Mais si vous n'assurez pas une formation professionnelle, le niveau ne va pas évoluer et vous n'aurez pas il n'y aura pas de différenciation dans les... Je trouve qu'il manque un échelon. Oui, il manque dans le sens où aujourd'hui c'est pas l'objectif. Nous on travaille vraiment sur le produit. Il y a des organismes professionnels qui travaillent là-dessus. Typiquement des fédérations de poissonniers qui travaillent beaucoup en formation et avec une démarche de progrès extrêmement importante. Nous aujourd'hui, ce qu'on qualifie c'est le produit et ce qu'on contrôle c'est le produit. C'est-à-dire que s'il y a des mauvaises pratiques qui sont faites, de toute façon, le produit devrait être déclassé parce qu'il ne correspondra pas aux critères de qualité. Donc, effectivement, la formation professionnelle et la qualité des professionnels est extrêmement importante. Mais aujourd'hui, c'est aux organismes professionnels responsables des secteurs d'activité qu'incombe la démarche de progrès qui est sur le métier en tant que tel. Nous, on travaille vraiment sur la valorisation du produit. Aujourd'hui, on a un cahier des charges qui est assez simple, qui prend les espèces de la pêche française. Le but est d'enrichir aussi ce cahier des charges au fur et à mesure pour aller vers une démarche de progrès. Mais l'objectif est vraiment de prendre tout le monde et d'emmener tout le monde vers une démarche de progrès. S'il vous plaît. Oui. Vous avez fini votre conférence? Non, mais on peut faire une pause, il n'y a pas de... Non, mais... Par rapport à Ifremer. Alors, Ifremer, c'est de la recherche. Vous aussi, vous avez parlé, par exemple, aussi de rentabilité des engins de pêche. Vous avez parlé tout à l'heure aussi. Alors, quel est votre rôle? Nous, on ne fait pas de recherche. C'est-à-dire que nous, on va aider des organismes, typiquement comme Ifremer, à monter des projets. Par le biais de subventions, par le biais d'aide sur des thèses, sur des bourses de thèse, par exemple, ou sur des projets de recherche. Pareil sur tout ce qui est amélioration de la sélectivité des engins et économie d'énergie. On va avoir des groupements de professionnels, par exemple, qui vont nous présenter des projets sur une technique de pêche qui voudraient faire de la recherche vraiment beaucoup plus appliquée. On va contribuer financièrement, après expertise du dossier, à la mise en œuvre de ces projets, donc vraiment via des appels à projets. Mais l'expérimentation se fait par les professionnels et portée par des structures professionnelles de toute façon.
Mais donc, voilà, en aucun cas, nous faisons de la recherche. Donc, voilà. Je continue, vous l'avez... Ouais. Bon, de toute façon, j'ai bientôt fini là. C'était juste quelques mots de communication. Comme je vous disais, donc, après 6 mois de lancement de la marque, en tout cas auprès des consommateurs, on est extrêmement content de la façon dont ça a été reçu. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, il y a un tiers, on a fait des études donc, en post-campagne. Et on voit qu'au bout de 6 mois, il y a un tiers des consommateurs qui connaissent la marque Pavillon France, donc ce qui est un score assez intéressant après 6 mois d'existence d'une marque. On est plutôt content. Et puis, on a avec des intentions d'achat derrière qui sont intéressantes. Il y a 80% des gens qui ont vu la pub qui nous disent que ça les intéresse d'aller en acheter. Ça ne reste que du déclaratif, effectivement, mais en tout cas c'est une acceptation qui est plutôt bonne. On a la majorité des gens également qui ont apprécié notre campagne et qui sont contents de cette campagne et qui aimeraient en savoir plus. Donc auprès du consommateur, en tout cas, on a l'impression d'arriver et de répondre vraiment à une demande en termes de connaissance des produits. Donc on sait qu'on est a priori sur une route pas trop mauvaise. Voilà. En 2013, on va continuer, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire de la pub à la télé. On recommence là au mois d'avril pour continuer à installer cette marque, la notoriété. Et puis on continuera via de l'éducation auprès des consommateurs, notre site internet, via également on travaille beaucoup avec les journalistes parce que c'est les premiers prescripteurs auprès des consommateurs, notamment avec tout ce qui est presse culinaire, presse féminine, etc., pour pouvoir essayer de proposer aux consommateurs des nouvelles espèces et des nouvelles approches des produits de la mer. Et puis, notre deuxième point vraiment important, c'est être présent sur l'étal, c'est-à-dire motiver les poissonniers à nous rejoindre, les poissonniers détaillants qui aujourd'hui sont pas encore dans la démarche, et puis auprès de la grande distribution, voilà, faire en sorte que le produit c'est sur l'étal. Donc ça, c'est vraiment nos deux priorités pour l'année, la première vraie année entière de la marque Pavillon France. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je me demandais, dans la grande distribution, donc il n'y aura pas que du poisson Pavillon France. Non. Et donc en fait, ce sera séparé ou alors il y aura un côté, Pavillon France ou alors... Pas forcément, non, c'est vraiment, il y aura le pic avec le prix et à côté il y aura l'étiquette Pavillon France qui se rapportera bien au produit. Mais ça peut être, alors il peut y avoir ça c'est vraiment le chef de rayon qui fait comme bon lui semble son étal. S'il a envie de mettre un encart Pavillon France, il peut. S'il a envie de le mélanger aux autres espèces, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'obligation là-dessus en tout cas. C'est juste que le produit qui est désigné par la flèche Pavillon France doit être traçable et il doit prouver qu'il peut remonter la chaîne. Ça ne doit pas être évident. Oui, non, mais... Parce que je pense qu'il doit y avoir c'est une belle étiquette qui fait que oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on met en place des contrôles, parce que sinon... On met des produits bio, et puis bon, c'est pareil, on achète plutôt du bio pour les gars, et donc c'est pas toujours évident. Après, dans le contrôle, c'est assez difficile. Oui, il faut vraiment que, s'il le met sur un poisson, il soit capable de prouver qu'il l'a bien acheté à un marailleur ou un grossiste, qu'il l'avait lui-même étiqueté Pavillon France, sinon ça marche pas. Et cette étiquette Pavillon France concernait que les produits sauvages? Tout à fait, ouais. Les produits d'élevage? Non. Aujourd'hui, c'est des produits sauvages et pêche française, uniquement, et prêt. Moi, je reviens toujours c'est plus un problème d'étiquetage sur les étals. Le consommateur, est-ce qu'il ne va pas être... vous avez dit, ça fait une ombrelle. Mais justement, dans ombrelle, il y a ombre. Donc, quand même, Pavillon France, est-ce que justement, ça ne fait pas de l'ombre aux autres marques? Moi, je reviens toujours à ma question au départ. Comment le consommateur il va s'y retrouver? Comment le poissonnier ou la personne qui est là à l'étal va pouvoir renseigner? Est-ce que le poissonnier il est au fait de tout le cahier des charges de BQM, de Pavillon France, de Label Rouge, enfin, voilà. Il faut savoir quand même que sur les produits de la mer, comparé aux autres produits agroalimentaires, on est quand même sur des produits sur lesquels il y a extrêmement peu de marques et de labellisation. Donc effectivement,
au niveau... non, mais par rapport à des fruits et légumes, aujourd'hui, en termes de marque, alors si on enlève le label rouge ou le bio, par exemple, sur l'élevage, en termes de marque, il y en a quand même très peu. En France, il y a 3 ou 4 marques collectives régionales, mais qui ont une portée extrêmement régionale, justement, c'est-à-dire que la notoriété d'une marque typiquement Bretagne Qualité Mère, elle est extrêmement régionalisée. Et dans ce cas-là, effectivement, le consommateur, au choix du poissonnier de mettre uniquement son petit logo Bretagne Qualité Mère ou mettre l'ensemble, ça c'est le choix du poissonnier. Mais hormis cette zone vraiment de notoriété d'une marque très locale, les autres consommateurs connaissent pas Bretagne Qualité Mère et il n'a pas forcément de notoriété pour le consommateur. Donc nous, on travaille beaucoup justement avec ces marques régionales qui sont pour nous des relais au niveau local et qui accueillent relativement bien la démarche parce que du coup, ils peuvent aussi profiter de l'impact de notre communication qui est nationale et qui est d'une ampleur assez importante quand même. Et non, l'objectif, c'est qu'ils essayent d'en profiter et visiblement, c'est de la manière dont ils perçoivent. Après, ouais, une fois que la marque sera bien installée, c'est vrai que l'objectif, c'est que par exemple un consommateur parisien qui connaît pas BQM, Bretagne Qualité Mère, et qu'il le voit, si jamais il le voit et que ça lui parle pas, si jamais il le voit et qu'il voit qu'à côté il y a marqué Pavillon France et que ça lui parle, peut-être que du coup ça l'incitera à travailler justement. Et donc non, l'objectif n'est pas du tout qu'on masque ces marques régionales. Pavillon France, c'est aussi le poisson qui est pêché par des Français mais en Écosse. Ouais. Ici, il y a des bateaux de pêche espagnols qui peuvent vendre leur poisson ici. Alors que la différence, un poisson qui est pêché ici dans la zone ici par des Espagnols vendus ici, par rapport à d'autres par des Français mais qui pêchent en Écosse. Parce qu'en fait, il a fallu mettre, l'objectif étant de valoriser les produits de la pêche française. Il a fallu mettre un critère qui était qu'est-ce que c'était que la pêche française, parce qu'effectivement on peut pas voilà. Et nous, ce qu'on a souhaité, c'est soutenir d'un point de vue social, c'est-à-dire dire nous, ce qui nous intéresse, c'est les entreprises de pêche françaises. Et c'est celle-là qu'on veut soutenir. Qu'elles pêchent, qu'elles soient des pêcheurs côtiers ou qu'elles pêchent en Écosse, en tout cas, c'est ces entreprises-là qu'on veut soutenir. Et donc c'est le critère qu'on a mis. Mais d'autres critères auraient pu être mis en place, mais ça a été un choix en concertation avec toute la filière qui était ce qu'on souhaite soutenir, ces entreprises de pêche françaises. Donc effectivement, un navire espagnol qui pêche et qui débarque à Lorient ne pourra pas être édicté Pavillon France. Oui, je reviens sur le problème de la filière et de ce qu'elle signifie. Si je comprends bien, votre filière, c'est soutenir la pêche française, c'est du poisson français. Depuis le pêcheur jusqu'au consommateur, tout le monde est conscient que c'est du poisson français. Aucune garantie que ce soit du poisson de qualité. Alors, on a des critères de fraîcheur sur le cahier des charges. Oui, ouais. Alors justement, quand je vois votre montage, à aucun moment n'apparaît le cahier des charges de qualité. Donc, j'ai un peu l'impression, si moi je suis consommateur lambda et que je vais chez le poissonnier, je vois ce pavillon, je dis bon, très bien, c'est du poisson français, je suis franchouillard, je vais acheter mon poisson français. Mais je n'ai aucune garantie que ce soit un poisson qui est frais, qui correspond à des critères nutritionnels, puisque c'est quand même de la nourriture et c'est important, etc. Donc, il me semble que vous êtes sur un aspect relativement restrictif de la démarche que vous avez, qui est tout à fait légitime, noble et tout ce qu'on veut, mais qui est quand même très restrictif par rapport à ce que vous avez présenté tout à fait au début, sur les motivations de l'achat du poisson. Et on voit bien la distorsion qu'il y a entre les motivations du consommateur et puis son acte d'achat. C'est complètement différent. Complètement. Donc si on veut qu'il y ait une cohérence, et que cette cohérence se reporte sur du poisson qui soit du poisson pêché par des pêcheurs français, il faut bien donner du contenu, du sens, et il faut que votre démarche illustre le sens que vous voulez donner à cet achat pour valoriser le consommateur. Donc il me semble que dans votre démarche, vous avez mis un petit peu la charrue avant les bœufs, ou en tout cas focalisé sur un aspect extrêmement restrictif,
par rapport à une dimension beaucoup plus complète qui n'est pas forcément faite par d'autres et qui mériterait de réfléchir à étoffer votre filière avec des cahiers des charges, je reviens sur cette notion, qui soient garantis auprès du consommateur. Et la démarche éducative que vous avez à ce moment-là est une démarche pour prouver que ces cahiers des charges sont tenus tout au long de la filière, c'est-à-dire du pêcheur jusqu'au marailleur, au transformateur, au distributeur et au poissonnier. Mais autrement, bon, acheter du poisson, la consommatrice lambda qui fait ses courses, elle achète du saumon, elle ne sait même pas que ça vient de Norvège ou de je ne sais pas trop où. Elle achète du saumon parce que c'était la mode et que c'est bon. C'est pour ça qu'on lui propose déjà de lui donner une indication sur la provenance du poisson. D'autre part, on a des critères de qualité. Effectivement. Alors oui, après, au niveau, enfin, l'objectif c'est que quand le consommateur achète son produit pavillon en France, il se rend compte que c'est du bon poisson. Si on lui parle en termes de communication, d'échelle de fraîcheur et de sélection d'échelle de fraîcheur, ça ne lui parle pas forcément. Donc là, nous, notre objectif, c'est de réussir à ce que, sur l'étal, le poisson qu'il achète pavillon France, il le satisfasse et il soit content. Ça, c'est un premier objectif. Et comme je vous disais, aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche de progrès. C'est-à-dire que le cahier des charges va s'étoffer de toute façon. On aura des critères qui vont rentrer au fur et à mesure dans la démarche. Mais l'objectif, comme on est on travaille avec toute la filière, l'objectif, c'est de porter toute la filière vers cette amélioration. C'est pas de prendre juste les meilleurs et de faire consommer ces produits-là valorisés. L'objectif est de voilà, et d'étouffer ce cahier des charges au fur et à mesure pour que globalement la filière des produits de la pêche française et sur le navire et après dans la filière de commercialisation soit dans une démarche de progrès. Donc effectivement, il y aurait plein de critères qu'on pourrait ajouter à ce cahier des charges. Hein. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais on va y venir. Ouais, je suis arrivée à la fin, mais je vais compléter ton propos, Marion. Parce que c'est vrai que je pense qu'après, derrière, entre ce que les consommateurs en fait disent à la fois, on est d'accord pour dire qu'entre ce qu'ils disent qu'ils attendent et leur comportement, il y a un petit peu déjà des fois de décalage. Mais quoi qu'il en soit, ça c'est sûr, c'est du marketing. À un moment donné, sauf que là, j'étais à une réunion, et je suis désolée, je suis arrivée dans le défaut. Trop tard, la réunion a duré trop longtemps. On parlait de la marque Charal, où en fait, quand même, Charal avait réussi un truc extraordinaire, c'est quand même d'arriver à implanter une marque avec un produit à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on a, tout d'un coup, on a masqué en fait, à un consommateur en fait, la viande, il ne la voit plus. Et c'est vrai que derrière, par contre, Charal, ils ont fait tout un énorme travail de marketing en fait, pour savoir comment ils allaient se positionner, enfin tout ça, pour imposer. Et quelque part, derrière n'importe quelle marque que tu vas avoir, l'idée c'est de se dire la marque c'est le repère, et après la marque pour qu'elle se positionne, il faut justement je suis d'accord, il faut, ce qui est important, c'est fondamentaux, mais après ce que tu vas finalement au consommateur, c'est que derrière la marque, il va se dire, voilà, maintenant j'ai goûté cette marque, derrière cette marque, j'ai quelque chose qui et j'ai confiance dans la marque. Et j'ai confiance dans la marque. Sauf que je connais bien Charal, puisque je suis conseiller scientifique auprès de Charal. Ouais. Bon. Et la semaine dernière, j'étais chez Charal, justement, nous sommes 12 scientifiques, pour essayer d'amener la direction de Charal et puis les différents à concevoir des produits à travers une vision qui soit à la fois une vision de scientifique, de nutritionniste, oui, mais ça, je peux etc. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de la bidoche comme ça et la mettre, même si l'image de marque est forte. Il y a des exigences, et ces exigences sont des exigences de qualité, des exigences de production, des exigences de transformation, etc. Et c'est là que tu peux définir dans ton c'est là qu'on peut segmenter après. Et ça, c'est ce que je vais dire, c'est que au même titre, on est dans la même démarche. Et il faut, me semble-t-il, qu'il y ait au niveau de cette prise de conscience que ça vaut le coup, qu'il y ait par derrière une démarche, et c'est ce que je fais avec l'autre filière nutritionnelle de Blocker, où on a une vingtaine de scientifiques qui, en permanence, disent attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, et on peaufine des cahiers des charges
à chaque échelon de la filière. Et c'est ça qui me paraît extrêmement important, parce qu'autrement, bon, je dirais que c'est comme produit en Bretagne, c'est produit en Bretagne, c'est tout ce qu'on me demande, bon, c'est produit en Bretagne. Mais moi, à la limite, je m'en fiche que ça soit produit en Bretagne si je n'ai pas un apport qualitatif supplémentaire qui me permette de dire c'est produit en Bretagne, donc c'est produit en France, ce poisson, donc. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, on est vraiment à la première marche qui est c'est produit en France. Donc aujourd'hui, par mon acte d'achat, déjà, je soutiens la filière française. Déjà un citoyen. C'est une première marche. Après, effectivement, on peut complètement. Enfin, mais au-delà de la citoyenneté, je pense qu'il y a aussi peut-être une autre attente. Bien sûr. Qui doit rendre cohérent. Complètement. Mais on en est vraiment au stade tellement au départ, c'est-à-dire que les gens connaissent tellement pas les produits de la pêche française que déjà on en est au premier stade qui est identifiez-les et connaissez-les, parce que il y a vraiment une méconnaissance totale de toutes les espèces et on est vraiment à ce stade-là. Une fois que les gens vont accepter d'aller voir autre chose. C'est pas une critique. Ah mais non, mais c'est une discussion. Il n'y aura trop de labels aussi, que les gens, il y aura trop de labels. Il y a pêche en Bretagne, il y a la France, il y aura plein de labels à la fin, les gens seront perdus et tout ça. Aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on est vraiment sur un segment sur lequel il y a quand même extrêmement peu de marques par rapport à MSC, sur la viande, sur les fruits et légumes. Donc, il y a plusieurs quand même. Oui, les gens seront perdus. Il y en a plusieurs, mais bon, l'objectif est de faire suffisamment de pédagogie pour qu'ils puissent comprendre la différence entre un label. Il a voulu pas d'amener ce label-là, mais avec les autres labels déjà. Donc s'arranger avec les autres. C'est pas contradictoire d'une part, et on travaille justement avec les autres. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, quand aujourd'hui, si vous prenez simplement, je vais prendre les signes officiels de qualité, par exemple, vous pouvez pas aujourd'hui spécialement avoir, enfin si, ce serait possible, mais pour autant, vous n'avez pas un label pour dire, vous avez un label pour dire agriculture biologique, et vous avez un label pour dire label rouge. Alors vous pouvez sur un produit demander les deux. Mais ça, il faudra mettre les deux. C'est-à-dire que ça c'est le fonctionnement des signes de qualité. Enfin là, quand on est sur des signes officiels. Et là, quand vous parlez de MSC, c'est uniquement un écolabel. Il n'y a aucun critère qualitatif en fait dessus. C'est donc uniquement un aspect écolabel. Donc si vous voulez rajouter des critères qualitatifs, c'est encore un autre type de signe qu'il faut aller chercher en fait derrière. Donc c'est compliqué, je suis bien d'accord. Ici on a pêche artisanale sur certains, ou bien pêcher à la ligne et que c'est mis sur le poisson. Sur le poisson, on trouve ça. Oui, mais c'est pour ça que je dans l'huile, là c'est marqué pêcher à la ligne. Vous n'aurez pas un label. Enfin, je veux dire, vous n'aurez pas un label. Vous aurez des labels. Pêche de petits bateaux français, de petits bateaux lorientais maintenant aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un petit bateau? Bateau l'oriental. Vous avez dit qu'il y avait 120 poissonniers qui avaient adhéré. Vous sont dans quelle région? C'est dispersé autour de toute la France pour l'instant. Toute la France? Oui, aujourd'hui, oui. Il y a combien de labels, en tout, il y en a à peu près entre 2500 et 3000. Donc non, on est vraiment au début de la campagne pour l'instant. Ouais, tout à fait. Mais c'est beaucoup plus, ça prend beaucoup plus de temps quand c'est des commerces indépendants de toute façon. En gros, quel est le plus apporté par Pavillon France? Parce que si vous avez un boucher, vous regardez votre poisson, il est frais. Qu'est-ce qu'apporte en plus le Pavillon France? Il permet de répondre à une demande du consommateur qui dit moi j'aimerais bien savoir d'où vient mon poisson, qui a pêché mon poisson. J'aimerais bien savoir s'il est pêché par des navires français ou s'il est pêché par des navires espagnols. Et donc ça répond vraiment à une démarche du consommateur. Ça, c'est l'objectif de l'identification. Et après, l'objectif annexe, comme je vous disais, c'est que cette marque, qui devienne une marque un peu référence, soit une entité qui accompagne le consommateur dans sa consommation et être véhicule de pédagogie, etc. Parce que prendre la parole pour expliquer aux consommateurs des choses sur le poisson, c'est plus facile quand on est un acteur identifié et une marque, et qu'une fois que le consommateur fait confiance dans cette marque, si cette marque lui dit voilà, il existe 200 espèces de poissons, ou là c'est la saison du bar, ou là c'est la saison de la coquille Saint-Jacques, vous pouvez y aller, il y a une crédibilité qui est apportée par la marque qui permet de faire tout ce travail de pédagogie et de communication qui est un peu plus générique, mais en tout cas de pédagogie auprès du consommateur, qui est vraiment la clé pour consommer du produit, pour que les espèces pêchées par les navires français soient mieux valorisées. Oui, mais
voyez bien, vous dites vous-même, il faut qu'il soit pêché par un bateau français, il faut qu'il soit frais, et puis ça se termine avec un saumon, un autre saumon qui est fabriqué en Irlande et salé en je sais pas où. Hein. Bah, c'est justement l'objectif, c'est que malgré le fait qu'il change entre le moment où il arrive avec son intention d'achat et le moment où il achète son poisson, qu'il n'ait pas ce revirement de situation devant l'étal et qu'au lieu de se dire bon bah je sais pas quoi acheter, je vais acheter du pavé de saumon, qu'il se dise ah bah tiens j'ai vu que éventuellement c'était la saison du bar ou la saison de la coquille Saint-Jacques, est-ce que je me mettrais pas à essayer pour une fois, j'ai vu qu'il y avait une recette facile, d'ailleurs il y en a une devant moi, bah, je la prends et puis j'essaye plutôt que d'acheter comme toutes les semaines du pavé de saumon. Et ça, si une fois sur 5, au lieu que le consommateur se met sur un pavé de saumon ou un dos de cabillaud, il se rabat sur une espèce qu'il ne connaissait pas et il essaye, et en plus il aime bien, ça ce serait déjà un beau pari gagné. Mais je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez conclu en disant que c'est un choix. Je dirais plutôt que pour le consommateur, c'est un non-choix. Tout à fait. C'est-à-dire que de prendre un morceau de saumon, un pavé de saumon qui traîne là, je ne vais pas me casser la tête. Exactement. Et je prends le plus simple. Et donc, il me semble que pour que ça marche, il faut vraiment donner envie de faire un choix. Et entre le non-choix et le non-choix est toujours plus facile. Bien sûr. Donc, pour ça, il faut vraiment apporter un plus. Alors, c'est un plus nutritionnel, c'est un plus de provenance, c'est un plus de petites recettes en plus, c'est un plus de saisonnalité, c'est un plus... Bon. Mais vous avez une sacrée réflexion à faire pour savoir ce qui va être le plus attractif pour infléchir le non-choix vers un choix raisonné. Et ça, c'est vraiment très difficile en termes de comportement. Complètement. Et puis, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que le consommateur aille sur le rayon poisson en ayant une idée de ce qu'il veut. Ce qui n'est pas forcément le cas toujours. Et du coup, si par avant, il a vu une recette ou s'il a entendu parler 4 fois de suite du merlan alors qu'il n'en consomme jamais, là, peut-être qu'il ira en se disant tiens, est-ce que j'achèterais pas du merlan? Bon, s'il n'y a pas de merlan, là, peut-être que ce sera la panique et il se rabattra sur du saumon. Mais en tout cas, avec une idée un peu plus précise, parce que en général, la démarche, c'est je vais aller acheter du poisson, je me retrouve devant, bon, je vais prendre un pavé de saumon. Mais a priori, quand on les interroge, il y a une volonté de pouvoir diversifier qui se traduit pas en acte d'achat, mais il y a quand même une volonté de pouvoir diversifier intellectuellement. Voilà, et donc il faut juste transformer la volonté. Et c'est vrai que si en amont, il a déjà réfléchi, ou alors s'il arrive et qu'il y a des fiches recettes sur l'étal avec des espèces qu'il n'a pas essayées, et qu'il voit que le prix est en accord avec ce qu'il avait l'intention de mettre dans son morceau de poisson, il aura peut-être un peu plus tendance à se dire tiens, je vais essayer. Vous allez distribuer chez les poissonniers des fiches recettes alors pour essayer les nouveaux poissons? Oui, tout à fait. Je vous en donne quelques-unes si vous voulez essayer. Quel poisson par exemple? Le chinchard? Là, on a travaillé sur de la roussette. On travaille sur plein d'espèces de poissons différentes, hein, mais ouais, on travaille sur des espèces qui sont relativement peu... Enfin, les deux en fait. On essaye de ne pas travailler sur les espèces les plus nobles qui sont pas les espèces sur lesquelles il y a le plus de problèmes de commercialisation. On travaille effectivement sur la roussette, sur le taco, sur le merlu, sur le chinchard, sur du maquereau, sur de la sardine, enfin sur des espèces qui ne sont pas forcément onéreuses. Et puis on propose aussi dans les fiches recettes de pouvoir changer d'espèce au cas où elle n'est pas présente et dire bah voilà. Et puis selon vos moyens, et là on a préparé un ossobuco avec de la roussette. Si vous avez plus d'argent, vous pouvez aussi mettre de la lotte, ça marche très bien. Voilà. Le but est de montrer qu'il y en a plein et que selon la saison et selon ce qu'il y a présent sur l'étal ce jour-là, on peut quand même s'en sortir. Vous avez essentiellement parlé de poissons entiers. Là. Et quand on a sous les barquettes des filets, il est prévu dans votre kit d'affichage. Oui, tout à fait. Il y a un étiquetage possible sur tout ce qui est déjà emballé en filet. Tout à fait. La dispersion de l'étiquette pavillon sur l'étal ne me paraît pas une bonne solution. Il vaut mieux que ce soit un secteur en force, on le voit. Mais... Ouais, tout à fait. Malheureusement, là, c'est complètement à l'appréciation du chef de rayon. C'est-à-dire que là, c'est l'ancêtre. Ça peut être une recommandation.
On l'a évoqué, mais c'est vraiment une des politiques soit d'enseigne, soit le chef de rayon qui construit son rayon comme il l'entend. Donc là, pour le coup, on a très peu de marge de manœuvre là-dessus. Mais effectivement, ce serait vachement intéressant pour nous d'avoir un encart pavillon. Il y a des enseignes avec lesquelles ça se fait, il n'y a pas de souci. Mais oui, tout à fait. Complètement. Oui, parce que entre la pêche industrielle et la pêche côtière, c'est vrai que vous mettez pêche côtière, là les gens se posent plus de questions. Vous mettez pêche côtière, ils ne vont pas le chercher à midi à 14h. Donc c'est plus parlant que... Mais c'est peut-être plus ici parce qu'on est sensibilisé à la consommation du poisson que... Voilà, déjà, oui, les comportements tout à fait sont extrêmement différents selon... les gens bien sûr. moins sensibilisés. Oui, bien sûr. Mais moi, je sais que il y a des moments quand on est à l'extérieur des côtes, là, les gens disent ça vient de l'Orient, ça vient de ceci, ça vient de cela. Et donc bon, il y a des fois, il y a une question de confiance entre le poissonnier. Bien sûr. Non, mais après, c'est clair que sur des points de vente qui sont extrêmement près des littoraux, il y a une connaissance de la part des consommateurs du produit qui est vraiment différente de l'intérieur de terre. Et d'autre part, le poissonnier communique vraiment sur la provenance extrêmement proche du produit et met en avant du coup peut-être plus l'origine du port de débarquement qu'une marque nationale. C'est vrai que ça prend encore plus son sens quand on est dans les terres que quand on est tout proche du littoral. Il y a des fois, je m'étais étonné, ça. Enfin, on est chez le poissonnier, on a voyé du Saint-Pierre. Il y a des tailles qui sont... Je dis, c'est pas normal. Bon, ils sont pêchés. Et des fois, je me dis, c'est pas... il y a la taille du poisson qui fait que des fois, ça m'étonne. Enfin, ça revient dans la qualité de la pêche, c'est-à-dire qu'on ne prend pas des trop petits poissons. Oui, des fois, je suis étonné. Donc, alors, faut que ça répond aux tailles de commercialisation. On trouve des poissons qui sont de taille normale. J'avais deux questions juste liminaires. La première, c'est que, autant que je sache, au niveau de la Commission européenne, maintenant les rejets en mer sont interdits. Non. Pas encore, mais enfin c'est imminent. Enfin, c'est pas... Enfin, je ne sais pas. Mais quid de ce qu'on ne va pas rejeter? Et est-ce qu'on va les retrouver quand même sur les étals ou pas? Non, si rejet il y a, c'est absolument pas de la commercialisation consommation humaine, ça c'est clair. Donc ce qui sera rejeté, en fait, s'il y a des rejets qui sont ramenés à terre, d'accord, ce qui est habituellement été rejeté et ramené à terre, être le cas. Ça ne n'ira pas à la consommation humaine. Ça ne change rien pour notre problème. Ce qui d'abord, notre problème. C'est un autre problème parce que c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais ça pose quand même problème. Oui. Puis le deuxième point, c'est que j'ai récemment, je suis allé dans un Leclerc en Poitou, où il y a une poissonnerie extraordinaire. Et puis je suis allé dans un Leclerc en Alsace. Je ne peux pas renier mes origines. Et l'enseigne Leclerc, c'était le désert. Ce qui veut dire que si vous avez dans votre pool de distributeurs Leclerc, Intermarché, Système U, je ne sais pas quoi, Carrefour, c'est pas parce que vous les avez dans votre collectif de distributeurs que dans les enseignes locales, le poisson va arriver. Il y a donc là aussi, et je reviens toujours à la filière, quelle est l'exigence que vous avez vis-à-vis de ces grands distributeurs pour avoir des rayons de poissonnerie qui soient à la hauteur de l'attente du consommateur. Et ça, c'est un vrai problème, parce que même
dans le coin ici, d'un magasin de la même marque à l'autre, vous avez des sacrées différences. D'autant plus quand c'est des enseignes où, avec des indépendants, effectivement, il y a une diversité en termes de magasins, et notamment sur les rayons poissons, qui est déjà hétérogène selon les enseignes, mais qui est également hétérogène à l'intérieur d'un magasin. Après, dans l'approvisionnement de proximité, bien sûr. Ils ne sont pas forcés de passer uniquement par les centrales d'achat, et pour le frais des centrales d'achat, ce n'est pas l'idéal. C'est-à-dire que c'est l'organisation du marché du poisson dans le reste de la France, à part le littoral, qui pose quand même souvent un problème. Oui, enfin, après ça dépend beaucoup de où vous vous trouvez sur le territoire, même hors littoral, il y a quand même des rayons qui sont extrêmement bien achalandés avec de la très bonne qualité. Et d'autres complètement. Mais d'ailleurs, effectivement, nous aujourd'hui, on a dans le cahier des charges une obligation de résultat, c'est-à-dire pas une obligation de moyens sur le traitement du poisson, mais une obligation de résultat qui dit, bah voilà, nous si le poisson il veut être étiqueté pavillon France au dernier maillon de la filière, il doit respecter telle et telle exigence de qualité. Donc il y a forcément au niveau du distributeur un cahier des charges et une contrainte qui est mise, tout à fait. Après, la politique d'approvisionnement du chef de rayon, la façon dont il met en place les espèces qu'il choisit, etc. Là, effectivement, non, on n'a pas d'influence sur la mise en place de son rayon. Nous, ce qu'on demande aux distributeurs, c'est de dire, bah voilà, si vous étiquetez du pavillon France, on impose qu'il soit de telle qualité et on vient le contrôler. Mais on n'aura pas effectivement plus d'impact sur la façon dont il met en place son rayon poisson, c'est sûr. Et les contrôles, vous les faites faire par un organisme extérieur? Oui, tout à fait, un organisme tiers. Bien sûr, oui. Oui, tout à fait. On a un plan d'échantillonnage assez standard qui va à tous les échelons de la filière. Merci à vous. Merci à vous.